Bonjour, bienvenue pour la 5e saison de Mathématiques Parc. On est heureux aujourd'hui d'accueillir Élise Janvresse qui nous vient de Rouen, qui est chercheuse à Rouen et qui va nous parler de loi des séries, hasard ou fatalité. Merci. Merci. Bonjour à tous. Je savais pas, donc on va parler du hasard aujourd'hui. Je ne savais pas très bien quel était le public. On m'a dit classe prépa essentiellement, mais comme c'est le début de l'année, je ne savais pas si c'était des classes prépa première année ou pas. Donc en probabilité, je ne savais pas trop sur quoi me baser. Mais j'ai choisi un sujet de toute façon qui n'est pas mon sujet de recherche, même si je suis probabiliste, mais qui est un sujet qui j'espère sera un peu ludique pour le début de l'année et recommencer à faire des maths le samedi. Donc je vais vous parler de la loi des séries. Alors la loi des séries, on dit loi, mais c'est pas une loi au sens physique ou bien même ou au sens mathématique. La loi des séries, c'est un terme de la vie courante qu'on emploie dans la vie courante. Vous avez peut-être déjà employé, mais en tout cas les journalistes en sont friands. C'est-à-dire que dès qu'ils voient une série de coïncidences et on ne sait pas trop les expliquer, on se dit ah bah c'est la loi des séries. Donc voilà, la loi des séries, c'est pas quelque chose de mathématique. Souvent on parle plutôt de série noire. Mais la loi des séries, on pourrait aussi en parler pour une série d'événements heureux. Dès qu'il y a des coïncidences et qu'on ne sait pas les expliquer, parce que si on a une raison pour qu'il y ait des coïncidences, on a une raison, mais quand on ne sait pas, on se dit c'est la loi des séries. Alors on va un peu se pencher sur cette loi des séries, et j'ai pris quelques exemples justement où les journalistes ont parlé de loi des séries. Alors un très vieil exemple, c'est la malédiction de Toutankhamon. Alors ça date du début du XXe siècle, en fait, quand on a découvert le tombeau de Toutankhamon. Évidemment, donc on en parlait beaucoup à l'époque. Et puis, il y a une rumeur qui a enflé autour d'une série de morts inexpliquées liées au tombeau du pharaon. Et notamment, il y aurait inscrit sur ce tombeau « La mort touchera de ses ailes celui qui dérangera le pharaon ». Alors ça, je n'ai pas vérifié. Selon les sources, c'est vrai que c'était écrit ou pas écrit. Moi, je n'ai pas pu m'y rendre pour vérifier. Mais bon, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Lord Carnarvon, le commanditaire des fouilles, il est décédé d'une pneumonie 6 mois à peu près après la découverte du tombeau. Et juste avant, le canari de Howard Carter, qui était un des archéologues, vraiment un des premiers à entrer dans le tombeau, avait été dévoré par un cobra. Alors le cobra, symboliquement, ça protège les pharaons. Et donc, à partir de là, alors là, on ne peut même pas vraiment parler d'une série, parce qu'il y avait eu un décès d'un canari et puis le décès de Lord Carnarvon, mais on a commencé à se dire, oh là là, c'est bizarre, et puis on a commencé à dénombrer des morts inexpliquées dans l'entourage des archéologues, des gens qui avaient inspecté la momie et tout ça. Et donc on a parlé de loi des séries, et on en a parlé en fait longtemps après. Il y a eu un album de Tintin qui parlait de la malédiction de Toutankhamon, il y a eu aussi un livre de Christian Jacques qui parlait de la malédiction de Toutankhamon. Donc c'est quelque chose qui avait fait couler beaucoup d'encre. Donc une série noire. Une autre série noire, alors il y en a eu une plus récente cet été, mais je vais vous parler de celle de 2005. Il y avait eu une série noire dans l'aviation civile. Bon, je vous parlerai quand même si vous avez envie de celle de cet été. Mais donc en 2005, c'était 5 crashs d'avions. Alors, en fait, le 2 août 2005, c'était un avion d'Air France qui s'est enflammé. Alors, il n'y a pas eu de décès. En fait, l'avion s'est enflammé, il y a eu un atterrissage difficile, mais il n'y a pas eu de mort. Toujours est-il que c'était Air France, donc déjà, on commençait à en parler en France, forcément, on en a parlé. Et puis, le 6 août, à Palerme, un avion qui s'est abîmé en mer. Alors, c'était un avion plus petit, il y a eu une partie des passagers qui sont décédés. Le 14 août, à Athènes, un avion qui a heurté une montagne. Et là, je crois que tous les passagers sont décédés. Le 16 août, à nouveau un crash d'avion, cette fois-là au Venezuela. Et puis le 23 août, un avion qui s'écrase en Amazonie. Donc ça fait quand même 5 crashs en 22 jours, ce qui paraît pas très courant. On se dit, ça fait quand même une sacrée série de coïncidences. Est-ce que je vais continuer à prendre l'avion ou pas? Alors évidemment, ce n'était pas forcément des crashs avec des décès. Parfois, c'est juste un incident qui s'est bien fini. Mais toujours est-il que ça nous interpelle. C'est une série de coïncidences. On n'a pas vraiment de raison d'explication. Ce n'est pas comme le World Trade Center où plusieurs avions se sont crashés le même jour sur New York. Là, on sait bien qu'il y a une raison cachée. Enfin, elle n'est pas très cachée d'ailleurs. Et donc, on ne va pas parler de loi des séries dans ce cas-là. Mais ici, on peut se dire c'est la loi des séries. Il y a déjà eu 4 avions. Est-ce qu'il va y en avoir un 5e? C'est peut-être la loi des séries. Donc, on va revenir là-dessus après. Et puis, un autre exemple pour vous montrer que la loi des séries, c'est dans tous les domaines. Alors ça, on n'en a pas beaucoup parlé en France. Mais c'est l'affaire Sally Clark qui a fait couler beaucoup d'encre en Grande-Bretagne. Donc, monsieur et madame Clark ont eu un premier enfant qui est décédé de la mort subite du nourrisson. Donc, jusque-là, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Et puis, ils ont eu un deuxième enfant
qui est décédé 13 mois plus tard, à nouveau d'une mort subite du nourrisson. Et alors là, vous voyez que c'est seulement 2 événements, mais on a parlé aussi de loi des séries, et on s'est interrogé sur est-ce que c'était bien normal ou pas. Alors, en fait, la question sous-jacente, alors que c'est des sujets très différents, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ces coïncidences? Est-ce que c'est des malédictions pour Toutankhamon? Est-ce que ce sont des négligences pour les crashs aériens? Parce qu'on peut se dire, finalement, les avions sont peut-être moins sûrs parce que pour tirer sur les coups, finalement, la maintenance n'est pas assurée comme avant. Est-ce que les parents étaient des tueurs en série? Ou alors, en fait, est-ce que c'est juste le simple hasard qui produit ces séries de coïncidences? Donc voilà, c'est là qu'il faut falloir étudier le hasard. Et pour étudier le hasard, le mieux, c'est de faire appel aux mathématiciens. Et donc, c'est pour ça qu'on va faire des maths un peu aujourd'hui. Alors, je vais d'abord juste parler un peu du pharaon, parce que je ne vais pas rester longtemps là-dessus. En fait, il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été avancées, parce que évidemment, quand on fait face à une loi des séries, on se dit d'abord, on cherche des raisons d'expliquer ces séries. Donc, on s'est dit, c'est peut-être des champignons qui étaient dans les excréments de chauves-souris, qui étaient dans le tombeau, donc qui créent, ça s'appelle l'histoplasmose. On s'est dit que c'était pas ça. Ça pouvait être des particules allergéniques aussi qui étaient dans le tombeau. C'était pas ça. Donc on a avancé plusieurs hypothèses, et puis finalement, on s'est aperçu que la mortalité des membres de l'expédition n'était pas plus forte que la mortalité habituelle à l'époque pour des gens qui vivaient dans ces conditions-là au début du XXe siècle. Enfin, dans ces conditions-là, c'est-à-dire en Égypte, avec ce qu'il pouvait y avoir à cette époque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que pourtant il y a eu tant de morts autour du pharaon? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que quand la rumeur a enflé, on a commencé à dénombrer des morts, mais qui n'avaient presque rien à voir finalement avec Toutankhamon et son tombeau. C'est-à-dire qu'on a commencé à se dire « Ah bah oui, mais il y a eu le décès de l'infirmière qui soignait Lord Carnarvon, il y a eu la belle-sœur de tel archéologue, il y a eu… » Un peu comme quand vous allez faire plus attention et noter des choses que vous n'auriez peut-être pas du tout notées sinon, et puis là, qui sont finalement vraiment liées de très très loin au tombeau de Toutankhamon. Donc quand on dit il y avait 23 morts autour du tombeau, d'archéologues autour du tombeau de Toutankhamon, c'est pas vrai du tout, c'était vraiment autour au sens large. Si je vous demandais, moi, s'il y a quelqu'un de malade dans votre famille d'un cancer, ou si vous élargissez à tous les gens que vous connaissez, finalement presque tout le monde va dire ça. En fait, je vous parlais du pas du commanditaire des fouilles, mais le premier archéologue qui est entré dans le tombeau, Howard Carter, il est mort d'une cirrhose bien des années après. Donc vous voyez que pourtant c'était lui qui avait vraiment profané le tombeau, et qu'il n'y avait pas vraiment de série de coïncidences, ça a été plutôt créé de toutes pièces, donc c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder dessus. Et en plus, cette fameuse rumeur là, qui avait été propagée, elle aurait finalement été créée par les archéologues eux-mêmes, qui voulaient éviter qu'il y ait des voleurs sur le site, et qui se sont dit c'est un bon moyen d'éloigner les voleurs, c'est de faire peur aux gens. Et donc c'est pour ça que cette inscription, je ne sais pas si elle était vraiment sur le tombeau de Toutankhamon, mais en tout cas, il y avait cette rumeur qu'il y avait une malédiction. Donc voilà, le pharaon, je vais considérer que c'est une affaire réglée. Et puis on va se tourner sur le hasard. Alors ici, j'ai mis déjouer les pièges du hasard, parce que finalement, ce n'est pas du tout évident de se rendre compte si quelque chose est étonnant ou pas. On voit des coïncidences. Souvent, on se base sur notre expérience. Et on se dit, ah bah oui, c'est étonnant, c'est pas étonnant. Mais finalement, pour des événements rares, on n'a pas tant d'expérience que ça. Et donc, c'est pas si facile de dire si c'est étonnant ou non. D'accord? Et même quand on est probabiliste, ça aide pas toujours, finalement, à se rendre compte si une coïncidence est étonnante ou pas, si on n'essaie pas de le formaliser et vraiment de calculer des choses. Alors, le premier exemple que je vais vous donner, c'est juste pour vous montrer que vous n'avez pas, peut-être pas forcément une bonne notion du hasard. C'est quand on parle, on va mettre des points au hasard dans un rectangle. Vous avez juste aperçu 2 rectangles là. Donc l'idée, c'est de mettre 36 points au hasard dans un rectangle. Alors peut-être sur votre feuille, vous pouvez essayer de mettre 36 points au hasard. Alors évidemment, le hasard, si vous avez un peu étudié les choses au lycée, vous savez qu'il peut y avoir plusieurs lois. Alors là, ce que je veux dire, ça va être la loi uniforme. C'est-à-dire qu'en fait, je mets un point au hasard sans privilégier une partie ou non du rectangle. Je mets un point au hasard, j'oublie où je l'ai mis et j'en mets un autre, et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on a demandé de faire à des gens. Et voilà, 36 points qui ont été placés au hasard, à gauche et à droite.
Alors en fait, les deux rectangles, les 36 points, n'ont pas été produits de la même façon. Je ne sais pas si vous voyez une différence comme ça, juste d'apparence. Il y a un rectangle où finalement les points sont répartis un peu partout, d'autres où il y a des espaces vides. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a un des rectangles qui a été fait en demandant à quelqu'un de mettre des points au hasard, et en lui expliquant ce que ça voulait dire au hasard, c'est-à-dire on met les points n'importe où sans privilégier un endroit particulier, et puis on en met un autre, ainsi de suite. Et puis l'autre, ça a été produit par un ordinateur. Alors, première façon de voir, de se dire, parce que bon là c'est des points au hasard sur un rectangle, on se dit à 36 points, là je l'ai divisé en 12 cases, chacun de mes rectangles, et puis je peux regarder déjà à peu près combien il y a de points par case. Donc 12 cases, 36 points, normalement il devrait y avoir en moyenne 3 points par case. Et là je vois bien une différence dans les répartitions, hein, puisque à gauche par exemple il y a deux petits carrés vides, et puis il y a jusqu'à 6 points je crois dans la case en haut à gauche. Alors qu'à droite, finalement, il n'y a pas de case vide et c'est entre 2 et 4 points par petit carré. Vous voyez que c'est mieux réparti, ça correspond mieux à la moyenne à droite qu'à gauche. Est-ce que vous avez une idée de qui a fait quoi? Oui. Je pense que celui de gauche, c'est celui fait par une machine. Ouais. Et celui de droit, c'était par un homme. Par un homme? Enfin, ou une personne? On lui a dit que c'était uniforme. Ouais. Bah alors c'est ça, hein, la loi, je ne sais pas si vous connaissez la loi uniforme, c'est pour ça que je ne sais pas trop sur quoi... Il faut me dire si j'emploie des gros mots hein, ou si je... comme ça. Mais c'est ça, hein, la loi uniforme, c'est on ne privilégie pas un endroit de l'espace, et puis bah, les points ils sont mis indépendamment, on dit en probabilité, c'est-à-dire qu'on oublie où on a mis le premier point, et on refait de nouveau un point sans privilégier aucune partie. Est-ce que tout le monde est d'accord avec lui ou... En général, l'audience est partagée, mais... Ouais, alors les ordinateurs, c'est vrai qu'on produire du hasard, en fait l'ordinateur ne produit pas vraiment du hasard hein, parce que ce sont des algorithmes dedans, donc c'est des choses qui simulent le hasard. Alors là en fait on tire au hasard les coordonnées du point, quoi. C'est-à-dire qu'on utilise un générateur aléatoire qui va tirer une coordonnée en abscisse voilà, au hasard, et puis une coordonnée en ordonnée, et puis ce sera le point qui sera là. Voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas du vrai hasard, mais je ne vais pas vous parler de comment comment l'ordinateur produit du hasard. Alors vous êtes tous persuadés que l'ordinateur est à gauche et bien vous êtes très forts, c'est vrai. Alors l'individu qui avait passé les points, hein, il n'y avait pas les cases, les 12 cases, mais c'est vrai qu'on a tendance à se dire bah, finalement, si on privilégie aucune partie, bah, sur 36 points quand même, ça devrait être bien réparti. Et puis, bah, il n'y a pas... Voilà, et c'est très difficile parce que c'est très difficile de produire du hasard. Hein. C'est comme si je vous demandais de produire une suite de pile ou de face, c'est pas du tout évident à faire. Parce que bah, vous avez peut-être tendance à vous dire que des coïncidences ne devraient pas arriver ou que bah, voilà, ça répartit bien les piles, les faces, il devrait pas y avoir de longues suites de piles, de longues suites de faces. Bon, alors là, vous êtes très fort, peut-être si vous avez demandé, vous auriez produit quelque chose comme sur la gauche. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de l'expérience, c'est que le hasard ne répartit pas les événements de manière régulière. C'est-à-dire que si on regardait toutes les positions possibles des points, juste en tenant compte du nombre de points par case, sans la position à travers dans chaque carré, hein, en fait, une configuration où il y aurait entre 2 et 4 points dans chaque case, c'est 1 sur 200 000 à peu près. Donc c'est vraiment très très improbable en fait, d'obtenir quelque chose comme à droite. Donc déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que finalement, le hasard produit des coïncidences. D'accord ? Une coïncidence, ce serait 6 points dans la même case. Donc déjà, on sait que le hasard produit des coïncidences, et la question c'est, est-ce que finalement les coïncidences auxquelles on a affaire dans la vie de tous les jours, elles pourraient être produites par le hasard ou non? Alors je vous parlais du paradoxe des anniversaires, qui est un paradoxe assez connu, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, peut-être certains d'entre vous. Hein. Donc imaginez-vous une classe de 36 élèves, donc je reste avec 36, hein. Et puis c'est en moyenne un anniversaire tous les 10 jours, hein, pour 365 jours. Évidemment, on va supposer qu'il n'y a pas de jumeaux dans la classe, sinon c'est trop facile. Et puis on se pose la question, est-ce que c'est étonnant que 2 anniversaires tombent le même jour?
Alors ça, c'est quelque chose, c'est facile, on peut calculer, mais on fait quand même quelques hypothèses quand on calcule. Hein. On va faire quoi comme hypothèse? C'est que déjà, les gens naissent n'importe quand dans l'année. Il n'y a pas des périodes, je ne sais pas, où c'est la pleine lune et les gens naissent plus, ou bien des périodes, je ne sais pas, c'est le week-end maintenant et les médecins programment des naissances et, et ils essayent d'éviter le dimanche. D'accord, on suppose. Dans les mathématiques, il y a toujours des hypothèses. Et là, une hypothèse, ce serait que les gens naissent n'importe quand dans l'année. Et donc, ils ont une chance sur 365 de naître le 1er janvier ou le 2 janvier, ainsi de suite. Alors, comment on calcule ça? Comment on calcule ça? En fait, ce n'est pas forcément facile de calculer la probabilité directement de la coïncidence. Mais ce qui est plus facile, c'est de calculer la probabilité que les anniversaires tombent tous sur des jours différents. Alors, j'ai mis, il paraît qu'il ne faut pas mettre nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Enfin, je ne sais pas trop dans les programmes maintenant comment c'est. Mais comment on calcule ça? Eh bien, il va falloir calculer le nombre de façons de placer 36 anniversaires dans un calendrier. Ça, ce sera le nombre de cas possibles. Et puis le nombre de façons de placer 36 anniversaires sans coïncidence dans un calendrier. Donc le nombre de cas possibles, 36 anniversaires dans un calendrier, on va supposer que c'est une année, pas une année bissextile, et bien à chaque fois j'ai 365 choix pour chacun des anniversaires, donc c'est 365 puissance 36. Et puis pour le nombre de cas favorables, c'est-à-dire le nombre de cas où il n'y a pas de coïncidence, c'est ça que je calcule, et je prends le premier élève, je lui choisis une date d'anniversaire, j'ai 365 choix, et puis le deuxième élève, j'ai déjà un choix qui est pris, donc j'ai plus que 364 choix. Le troisième élève, à nouveau, il y a 2 dates déjà prises, donc j'ai plus que 363 choix. Et je continue comme ça. Et le dernier élève, il y a déjà 35 dates qui sont prises sur mon calendrier, et donc j'ai plus que 365 moins 35 choix. Alors si on calcule ça, ça fait 0,18. Donc ça veut dire que la probabilité qu'il y ait une coïncidence, au moins une, c'est 0,82, c'est-à-dire 82 chances sur 100. Donc ça, c'est la probabilité de pas de coïncidence. Donc la probabilité d'une coïncidence, c'est 82 chances sur 100. D'accord? Donc finalement, dans une classe de 36 élèves, même sans jumeaux, il y a de bonnes chances pour qu'il y ait une coïncidence sur une date d'anniversaire. Alors là, vous êtes très nombreux. Vous pouvez cocher votre date d'anniversaire, on va voir s'il y a beaucoup de coïncidences. Mais toujours est-il que si vous êtes dans une fête, par exemple, avec pas mal de personnes, alors on va voir que c'est au moins 22, 23, ouais, c'est ça. Eh bien, vous pouvez prendre les paris qu'il va y avoir une coïncidence. Vous pouvez relever ça, faire des paris. Alors évidemment, vous pouvez perdre, et il ne faudra pas venir réclamer quelque chose. Mais il y a de bonnes chances que vous ayez raison. Alors pourquoi je vous ai parlé de ce paradoxe, qui est quand même assez connu, c'est que finalement, les points, c'était pareil. Tirer des dates dans le calendrier, c'est comme placer des points sur mon calendrier, là, qui est un rectangle que j'ai tourné. Et c'est de se dire une coïncidence, finalement, c'est 2 points qui étaient très proches dans mon calendrier. Donc vous voyez que 36 points, c'était obligé, enfin presque obligé, qu'il y ait 2 points assez proches pour tomber sur le même jour. Alors, on peut faire, en fait, là j'avais fait l'exemple sur 36 élèves, mais on peut calculer de façon générale la probabilité de coïncidence d'anniversaire. Donc vous voyez que ce que j'ai tracé, donc là en abscisse, c'est le nombre d'élèves. Alors je me suis évidemment arrêté à 366, parce que dès qu'il y a 366 élèves, normalement, il y a une coïncidence, vu qu'on n'est pas dans une année bissextile. Et là, la probabilité de la coïncidence, c'est 1. Et puis, évidemment, avec 0 élève ou 1 élève, il n'y a pas de coïncidence. Donc, on commence à 0. Et vous voyez que la courbe, là, elle augmente très, très vite. Ce qu'on a calculé tout à l'heure, c'était pour 36 élèves, on était déjà à 0,82, 82 chances sur 100. Et en fait, on dépasse 1,5 à partir de 23. Alors, ce n'est pas exactement 1,5, mais... on a plus d'une chance sur 2 si on fait un pari, à partir de 23 personnes, qu'il y ait une coïncidence. Donc là, au nombre où on est, je suis prête à parier qu'il y a une coïncidence, il y en a même sûrement plusieurs. On verra tout à l'heure. Donc voilà, encore un exemple où finalement, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des coïncidences. Alors maintenant, je vais me retourner sur la série noire des crashs d'avions. Donc, je vous rappelle, en fait, c'était en 2005, en août 2005, il y a eu 5 crashs d'avions sur une période de 22 jours. Alors, pourquoi c'est étonnant? On n'entend pas forcément parler de tous les crashs d'avions, mais enfin, on entend parler quand c'est proche de la France ou quand en tout cas, il y a des Français impliqués. Mais pourquoi c'est étonnant? C'est qu'en moyenne, on observe un accident tous les 25 jours. Un crash d'avion, c'est 1 tous les 25 jours en moyenne. Et là, 5 en 22 jours, c'est quand même nettement au-dessus de la moyenne.
Donc ce n'est pas étonnant qu'on se soit interrogé. Alors, quelle est la démarche en fait, du mathématicien? Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que les événements ont un lien entre eux? Est-ce que ce serait ça une raison cachée? Par exemple, une baisse de la sécurité parce que les avions ne sont pas bien maintenus, ou ce serait qu'il y a un lien entre les événements. Donc, est-ce que les événements sont, alors mathématiquement, on dirait, est-ce que les événements sont indépendants ou pas? Est-ce que donc, ce serait une baisse du niveau de la sécurité dans les transports aériens? Et donc, ce qu'on suppose, c'est que non, que les événements sont indépendants. Donc ça, c'est le terme probabiliste. Je ne sais pas si vous connaissez le terme que tout le monde connaît. Ce que ça veut dire, c'est que les événements n'ont aucun lien entre eux. Pas seulement une lien de cause à effet, mais qu'il n'y a pas de cause cachée qui les expliquerait tous les deux. Il n'y a vraiment aucun lien entre les événements. C'est ce qu'on va supposer. Et puis on va se dire, quelle est la probabilité que ça arrive si pourtant les événements n'avaient aucun lien entre eux? D'accord? Et c'est ça qu'on va essayer de calculer. Alors pour ça, il faut des données. En mathématiques, on fait un modèle, mais là, si on veut vraiment un chiffre à la fin, il va falloir des données. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est quelle est la fréquence moyenne des crashs. C'est-à-dire, quelle est la probabilité pour un avion de s'écraser. Alors, on a pris la période qui était juste avant, puisqu'on se dit, voilà, on va supposer qu'il n'y a pas de baisse dans la maintenance, dans la sécurité. Et donc, on regarde sur les 10 années antérieures. Donc là, c'est des statistiques sur les 10 années antérieures. Et sur les 10 années antérieures, eh bien, un avion qui décolle, il a, alors je vais dire une chance, parce que je peux pas, une chance sur 500 000 d'avoir un crash. Alors ça peut vous paraître beaucoup comme ça, mais en fait c'est très peu, je vous rassure. L'avion, c'est quand même le moyen de transport le plus sûr. Donc voilà, donc on a besoin de données, et voilà, un avion qui décolle, il y a un risque sur 500 000 qui se crache. Donc la question qu'on se pose, c'est, si les événements n'ont pas de lien entre eux, quelle est la probabilité que ces 5 avions se crashent? Alors ça, en probabilité, c'est facile. Quand les événements sont indépendants, c'est facile de calculer parce que la probabilité que 2 événements arrivent en même temps, c'est le produit des probabilités. Donc la probabilité que ces 5 avions précis se crashent, c'est 1 sur 500 000 pour chaque avion, et donc c'est 1 sur 500 000 puissance 5. Ça fait un chiffre tout petit. Ça fait une probabilité de 32 fois 10 puissance moins 30. Donc ça, c'est très improbable. Est-ce que ça vous paraît bizarre ou est-ce que... Alors, en fait, pourquoi on trouve une... Oui ? Voilà, exactement. Là, en fait, c'est comme si je repérais dans les avions qui décollent dans les 22 prochains jours 5 avions précis et que je dis quelle est la probabilité que ces 5 avions précis se crashent, que je ne me sois pas trompé. Évidemment, il y a de grandes chances que je me sois trompé, et ça ne va pas arriver. La probabilité est très petite que ça arrive. Donc en fait, là, la question n'est pas la bonne. Donc une question plus pertinente, ce serait quelle est la probabilité qu'au moins 5 avions, parce qu'une série de 6 accidents, ça nous aurait étonné autant, quelle est la probabilité qu'au moins 5 avions se crashent sur 22 jours? Donc là, vous voyez qu'on a déjà besoin de plus de données, c'est qu'on veut savoir combien d'avions décollent en 22 jours. Donc on a besoin d'une nouvelle donnée, c'est du nombre de décollages. Alors dans la période, maintenant il y a beaucoup plus d'avions qu'avant 2005 qui décollent chaque jour, mais c'était environ 20 000 décollages quotidiens. Alors ici aussi on s'était restreint pour les chiffres, pour les données, à des avions de ligne qui transportent des passagers, au moins 30 passagers. Évidemment on ne tient pas compte de tous les petits avions dans les aéroclubs où il y a des gens qui volent comme ça. Sinon ce serait un nombre bien plus grand et puis ça change complètement, ce n'est pas du tout le même type d'avion, type de sécurité. Donc voilà, on a besoin de la probabilité d'un crash d'avion, et puis on a besoin du nombre de quotidiens de décollage. Donc maintenant, on va pouvoir calculer la probabilité qu'au moins 5 avions se crashent sur 22 jours. Alors là, on va faire appel à une loi, mais je vais vous expliquer la formule. C'est la loi binomiale. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue ou déjà rencontrée. Si vous êtes en deuxième année de prépa, sûrement vous l'avez déjà rencontrée. Alors, quelle est la probabilité d'observer K accidents d'avion sur N décollages? D'abord, il faut choisir, entre guillemets, les avions qui vont avoir un crash. Donc, on va avoir K parmi N avions. C'est le nombre de façons de choisir les K avions parmi les N. Et puis, la probabilité d'un crash, c'est P. Donc, on va avoir un P à la puissance K pour les avions qui se crashent. Et puis, un 1 moins P à la puissance N moins K. D'accord? Donc, on retrouve la loi binomiale. Alors, en fait, ce qui va se passer, là, j'ai réécrit la formule en développant le K parmi N. Pour nous, on a une probabilité de crash qui était 1 sur 500 000.
Et puis là, le nombre de décollages, comme c'est sur 22 jours, hein, ça va être 22 fois 20 000. Donc vous voyez qu'on a une toute petite probabilité, et puis quand même un grand nombre de décollages. Alors dans ce cas-là, en fait, on va pouvoir faire des approximations. Des approximations quand n est très grand et p est très petit. Donc j'ai réécrit ma formule, et puis je vais la transformer un petit peu. Donc qu'est-ce que j'ai fait là, hein? Je vais prendre ça. Hop. Donc j'ai mis les 1 moins p puissance moins k sur le côté, le 1 moins p puissance n est là, j'ai le p puissance k, et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé le factoriel n sur factoriel n moins k, et j'ai tout divisé par n puissance k. Donc je retrouve ça, et puis à chaque fois, ça va me donner n-1 sur n, n-2 sur n, n-k plus 1 sur n, et toute cette division-là, je retrouve dans le n puissance k. D'accord? J'ai juste réécrit ma formule. Et alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je crois que je l'ai réécrite une autre fois un peu autrement. Hein. Le 1-p puissance n, je l'ai écrit comme l'exponentielle de n log de 1-p. Et puis je vais voir ce qui se passe quand n est très grand et p est très petit. Et bien, quand n est très grand, tous les termes n-1 sur n, n-2 sur n, n-k sur n, ça tend vers 1. Et puis quand p est très petit, 1 moins p puissance moins k, ça va tendre vers 1 aussi. Donc finalement, ce terme, c'est à peu près np puissance k sur factoriel n, exponentielle de moins np. Alors en fait, la loi binomiale, quand n est très grand et p est très petit, on l'approxime par ce qu'on appelle la loi de Poisson, où ce qui apparaît, là, le lambda, ce qu'on appelle l'intensité de la loi de Poisson, ça représente ici le nombre moyen d'accidents. Donc lambda, c'est np. On considère que n tend vers l'infini, p tend vers 0, mais np reste constant, égal à lambda. Et donc on voit que la loi binomiale, ça tend vers la loi de Poisson. Alors d'où ça vient, hein, cette loi de Poisson? Elle est dite aussi loi des événements rares. Vous me dites si je vais trop vite, si quelqu'un note les formules. Hein. Vous pouvez, n'hésitez pas à m'arrêter. Hein. La loi de Poisson, elle tient son nom de Monsieur Poisson, Siméon Denis Poisson, qu'il avait introduite, je crois que c'était en 1837. Et vous voyez que ses recherches, ça portait sur les probabilités, mais les probabilités dans des affaires de jugement, en matière civile. Donc vous allez voir que les maths, ça peut servir aussi pour étudier le droit, la loi, et que ça peut servir. On reviendra dessus avec l'exemple justement des parents qui étaient peut-être criminels. Donc la loi des événements rares, en fait, elle permet de décrire la somme de multiples phénomènes de faible probabilité et indépendants les uns des autres. Donc c'est exactement notre cas. Hein. On a un très grand nombre de décollages. On suppose que la proba d'un crash est très petite. Enfin, on suppose, on l'a constaté hein, dans les années antérieures. Et puis on suppose par contre, et ça c'est la grosse hypothèse, hein, c'est que les événements sont indépendants les uns des autres. La probabilité d'un crash d'un avion est indépendante le crash d'un avion est indépendant du crash d'un autre avion. Ces deux événements sont indépendants. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser la loi de Poisson avec comme intensité le nombre moyen d'accidents d'avion sur 22 jours. Et ici, donc, ça fait 440 000 fois 1 sur 500 000, ça fait 0,88. Donc là, on a un modèle, on a des hypothèses, on a des chiffres pour rentrer dans le modèle, et on va pouvoir calculer la probabilité. Donc je vous ai remis la probabilité qu'il y ait K accidents d'avion. Ce qui nous intéresse pour lambda égale 0,88, donc c'est qu'il y en ait plus que 5. Alors à nouveau, hein, on peut faire tous les calculs, évidemment c'est une somme infinie, donc c'est plus facile de calculer la probabilité qu'il n'y ait pas de série de crash, c'est-à-dire qu'il y ait moins de 5 accidents d'avion. Ça fait 0,998 avec nos données. Donc 998 chances sur 1000. Donc ça veut dire que la probabilité d'une série de plus de 5 crashs sur 22 jours, c'est une chance sur 500. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec le premier nombre que j'avais calculé, hein, qui était 32, 10-30, où évidemment on avait identifié les avions qui allaient se crasher. Et là, évidemment, la probabilité est très, très faible. Finalement, là, sur 22 jours, c'est-à-dire qu'on pourrait considérer sur les 22 jours qui viennent, là, à partir de demain, la probabilité qu'il y ait une série de au moins 5 crashs, c'est une chance sur 500. Alors, je ne sais pas si ça vous paraît beaucoup ou peu.
Si ça vous paraît peu, c'est peut-être qu'alors c'était étonnant cette série de crash. Ça vous paraît beaucoup? Ça vous paraît peu? J'entends pas trop, je sais pas. Vous savez pas trop. Bah, en fait, c'est peut-être parce qu'on n'a pas tout à fait répondu encore à la bonne question. Parce que là, finalement, ce qu'on a calculé, c'est la probabilité que dans les prochains 22 jours, par exemple, sachant que les crashs sont indépendants, quelle est la probabilité qu'il y ait au moins 5 avions qui se crashent? Mais là, cette fois-là, c'est la fenêtre qu'on a fixée. On a dit c'est les prochains 22 jours. Mais en fait, si on le faisait sur une année, il y a plein de façons de choisir une fenêtre de 22 jours. Tout comme il y avait plein de façons de choisir 5 avions qui allaient se crasher parmi tous ceux qui décollaient, il y a plein de façons de choisir 22 jours dans l'année. Donc une meilleure question, ce n'est pas dans les 22 jours qui viennent, est-ce qu'il va y avoir un crash, c'est par exemple l'année prochaine. Est-ce que l'année prochaine, sur une année entière, quelle est la probabilité qu'au moins 5 avions se crashent en 22 jours? C'est-à-dire de voir ce type de série, mais à un moment dans l'année, sans préciser quand. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile à calculer. Parce que même si vous supposez que le fait qu'il y ait un crash ou non, c'est indépendant d'un avion à l'autre, les périodes de 22 jours, ce qui se passe sur des périodes de 22 jours, ce n'est pas forcément indépendant. Évidemment, ce qui se passe en janvier est indépendant de ce qui se passe en décembre, mais si vous savez déjà qu'il y a eu beaucoup de crashs entre le 1er et le 22 janvier, et bien entre le 2 et le 23, il y en a sûrement eu beaucoup aussi. Donc typiquement, ce ne sont pas des événements indépendants. Et donc c'est beaucoup plus difficile à calculer ça. Alors ce qu'on peut faire, c'est une première approximation qui va sous-estimer la probabilité des séries, mais on peut faire une première approximation, c'est découper l'année en périodes de 22 jours. Donc c'est ce que j'ai fait ici, hein. On découpe l'année en période de 22 jours, et puis on regarde quelle est la probabilité qu'il y ait une série de crashs sur une de ces périodes. Enfin, au moins une série de crashs sur une de ces périodes. Et les séries, c'est au moins 5 accidents. Donc ça, je peux le faire parce que finalement, là, comme j'ai découpé l'année en périodes disjointes, ce qui se passe dans chaque période, hein, ce sont des événements indépendants. Donc comment on fait ça? Eh bien, on calcule la probabilité qu'il n'y ait aucune série noire sur chacune des 16 périodes. Ça, c'est indépendant entre les périodes. Et on a déjà calculé la probabilité que ça se passe sur une période, hein, une série de crashs. Et donc, c'est 998 sur 1000 puissance 16. Donc, ça fait 97 chances sur 100. Donc, si je retourne ce que ça veut dire que la probabilité qu'il y ait au moins une série de crashs, de 5 crashs, sur une de ces périodes, c'est 3 chances sur 100. Donc, vous voyez, là, la probabilité elle commence à augmenter. Et là, c'est vraiment une sous-estimation de cette probabilité-là, parce que je n'ai pas étudié toutes les périodes possibles dans l'année. J'ai juste découpé mon année en 16 périodes, mais en fait, il y a beaucoup plus de façons de trouver des séries de crash. Donc vous voyez que finalement, la probabilité qu'on cherche vraiment, c'est en tout cas au moins 3 sur 100. Alors comment on fait maintenant pour calculer vraiment la probabilité qu'on cherchait, c'est-à-dire la probabilité qu'il y ait une série d'au moins 5 crashs sur 22 jours dans une année entière? Et bien alors comment on fait? En fait, les mathématiciens dans les années 70 ont développé toute une théorie, ce qu'on appelle les statistiques de balayage, pour répondre justement à ce type de questions. Alors pourquoi ça s'appelle statistique de balayage? C'est parce qu'imaginez votre calendrier, et puis vous avez dessus une petite fenêtre de 22 jours, et vous balayez le calendrier avec, en essayant de chercher une série de 5 crashs. Donc ça s'appelle les statistiques de balayage, ils ont développé ça, et puis ils ont trouvé des formules exactes. Donc on a des formules exactes, mais en fait elles sont tellement compliquées qu'en pratique, même si on a des données, on a la formule, c'est très difficile d'avoir un résultat, quoi. Elles sont finalement pas impossibles à utiliser directement. Mais ils ont aussi développé, les mathématiciens, des approximations de ces formules. Donc en fait, il y a des formules approchées qui donnent d'assez bons résultats. Et c'est ce qu'on avait utilisé ici pour calculer la probabilité justement que ça arrive. Alors c'est une façon de faire, c'est d'utiliser ces formules approchées. Et je vais vous donner le résultat que ça avait donné. Une autre façon de faire, c'est d'utiliser des simulations. Alors comment on peut faire pour simuler ça? L'idée, ce serait de simuler. Alors cette fois-là, on va utiliser des variables aléatoires de Poisson, mais sur un jour. D'accord? Ça fait quand même 20 000 décollages.
la probabilité de crash elle est toujours petite, donc on va considérer que la loi de Poisson, ça modélise bien ce qu'on cherche. Donc on va utiliser une variable de Poisson pour chaque jour, elles sont indépendantes. Et puis donc ça veut dire ça modélise ça exactement les crashs qui arrivent dans l'année. Donc cette fois-là, l'intensité juste, ce sera 1 sur 500 000 fois seulement 20 000 décollages, donc ce ne sera pas la même que tout à l'heure. Donc on regarde, voilà, on simule 365 variables aléatoires de Poisson indépendantes, et on regarde si c'est une année noire. Une année noire, c'est une série de 5 crashs. Alors évidemment, on ne va pas faire ça qu'une fois, parce que ça serait une simulation, mais on va faire ça un très grand nombre de fois. On va simuler ça comme si ça va sur plusieurs années. Et puis on se dit, en fait, que la proportion d'années noires, c'est une bonne estimation de la probabilité cherchée. Ça, c'est en vertu de la loi des grands nombres. En fait, on simule une loi qu'on ne connaît pas au départ, c'est-à-dire la probabilité d'une année noire, c'est ça qu'on voudrait savoir. Et pour estimer la probabilité d'une année noire, eh bien, finalement, on va répéter l'expérience sur plein d'années, et on se dit que la proportion d'années noires, c'est la bonne estimation de la probabilité qu'on cherche. Donc ça s'apparente à des méthodes qu'on appelle des méthodes de Monte-Carlo, et qui disent aussi, finalement, donc, alors on appelle ça un estimateur sans biais, d'utiliser ça, et puis qui donne aussi une idée de l'erreur qu'on peut faire. Ça peut se calculer, et en fait, si on répète, quand je dis un très grand nombre de fois, en fait, en fonction de ce nombre de fois où on répète l'expérience, on peut savoir si finalement on est très loin de la réalité ou pas. On peut obtenir un intervalle de confiance de notre résultat. Donc finalement, si on fait ça, alors ou avec les formules approchées, ou bien justement en simulant, en fait, on s'aperçoit que la probabilité qu'au moins 5 avions se crashent sur une période de 22 jours pendant une année entière, c'est 0,11, c'est-à-dire qu'il y a plus d'une chance sur 10. Donc vous voyez qu'on était parti d'un nombre ridiculement bas, et finalement on arrive à une chance sur 10 d'avoir une année noire. Donc ça veut dire l'année prochaine, eh ben, il y a une chance sur 10 qu'il y ait une série comme ça de 5 crashs sur 22 jours. Donc là, ça paraît quand même une probabilité pas ridicule, quoi. Alors évidemment, c'était en 2005. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres séries comme ça depuis. S'il y en avait eu une tous les ans depuis 2005, on aurait pu s'interroger et se dire, là, ça fait quand même souvent, et ça fait peut-être quand même des coïncidences, il faut que je reprenne tous mes calculs. Mais finalement, il y en a eu une en 2005, il n'y en a pas eu une depuis. Bah, ça veut dire que ce n'est pas si étonnant, une série de crashs comme ça. Ça veut dire que le hasard est tout à fait capable de produire une telle série de crashs. Alors attention, ce que ça veut dire, je répète bien, ça veut dire que le hasard est capable de produire une telle série. Ça ne veut pas dire que le hasard a produit cette série. Peut-être qu'il y avait d'autres raisons qui l'ont produite, et peut-être qu'en effet, la sécurité n'est pas bonne et qu'on veut trop baisser les coûts et qu'on ne fait pas attention. Ce que ça dit juste, c'est que ça aurait pu être le hasard. Après, c'est une décision politique, je dirais, ça aurait pu être le hasard. Est-ce qu'on cherche quand même une cause cachée? Est-ce qu'on prend des mesures? Ou est-ce que finalement, tant que ça n'arrive pas à nouveau, c'est sûrement le hasard et donc on se contente de rien faire, quoi. Donc ça, le mathématicien il va faire un calcul. Donc déjà, il répond à une question. Vous avez vu que la question est importante parce que si vous posez mal la question, vous n'avez pas la bonne réponse. Et puis, il dit juste le hasard, là, était responsable de la série, enfin, peut être responsable de la série, pardon, mais maintenant, voilà, on ne sait pas qui est responsable de la série. C'est juste que ça peut être le hasard. Et c'est une décision politique après. Donc voilà pour le crash, les crashs de 2005. Donc là, on a supposé que le risque n'avait pas changé. Je vous rappelle, il y a eu plusieurs hypothèses. C'est que le risque était le même que dans la période des 10 années auparavant, puisqu'on a utilisé la proba d'un crash. Donc ça, c'était la première hypothèse. La deuxième hypothèse très importante, c'est que les événements étaient indépendants, qu'il n'y avait pas de lien entre les événements. Et ce qu'on constate, c'est que la probabilité n'est pas négligeable, donc que le hasard peut être responsable de la série. Alors là, il y a eu à nouveau une série de crashs, je sais pas, vous avez sûrement entendu parler cet été. L'année dernière, c'était les trains, pardon. Il y avait une série d'accidents de train. Et donc évidemment, dès qu'il y a des lois des séries, les journalistes s'interrogent. J'ai pas voulu reprendre l'exemple de cette année, même si j'ai un collègue qui a refait des simulations pour voir si c'était fréquent ou pas, parce que cette année, c'était en plus des accidents d'avions très différents. En Ukraine, clairement, il y avait clairement, je sais pas, mais il y avait sûrement une cause cachée à l'accident. C'était pas juste un crash comme ça et on savait pas pourquoi. Donc je trouve ça s'y prêtait pas trop. Mais en tout cas, même en supposant que... Donc là, c'était 3 crashs, mais sur une période bien plus réduite, je ne sais plus sur combien de temps. En fait, ça fait une probabilité pas négligeable que ça arrive.
Donc c'est pas étonnant, mais en plus, bon là, il y a sûrement d'autres causes cachées, donc j'ai pas voulu reprendre cet exemple-là. Alors maintenant, je vais vous parler de l'affaire Sally Clark. Donc je vous rappelle l'affaire, hein. Ce sont des parents qui ont déploré 2 morts par mort subite du nourrisson de leur enfant. Alors des morts subites du nourrisson, malheureusement, ça arrive. Alors ça, on peut trouver des statistiques, quelle est la probabilité qu'un nourrisson décède soudainement. En général, c'est dans la première année. Mais eux, ça a été 2 fois. Alors en fait, là, en plus, la mère c'était vraiment quelque chose qui a été porté, mis en avant, parce que la mère était présente au moment des décès, seule, et donc en fait, elle a été accusée. Alors elle a été accusée, pourquoi? Parce que on a été rechercher le risque de mort subite du nourrisson, et donc là, le risque en Grande-Bretagne, alors pour les gens qui ont les mêmes caractéristiques que la famille Clark, c'est-à-dire des parents qui ont moins de, alors ça devait être 30 ans à l'époque, qui ne fument pas, parce que ça peut jouer, on ne sait pas la cause de la mort subite du nourrisson, qui ne fument pas, qui avaient toutes les caractéristiques de la famille Clark, qui sont aisés, comme ça, c'est 1 sur 8500. D'accord? Donc voilà, un risque de mort subite du nourrisson, c'est 1 sur 8500. Et puis, il y a le même raisonnement qui se met en place. Supposons que les événements n'ont pas de lien entre eux. Donc le risque de mort subite du nourrisson, c'est une chance sur 8500 à la puissance 2, donc environ 1 sur 73 millions. Donc ça veut dire que c'est une probabilité quand même très très petite. Vu le nombre d'enfants qui naissent chaque année en Grande-Bretagne, ça veut dire que 2 morts subites du nourrisson, ça arrive 1 fois par siècle en moyenne. Donc vous voyez que là, c'est quelque chose de très étonnant. Alors, est-ce que ce calcul vous paraît pertinent? Bien. Il y a peut-être des choses qui vous choquent. En tout cas, ça a choqué les statisticiens anglais. Et donc, la Royal Statistical Society a tout de suite relevé qu'il y avait des erreurs majeures dans ce calcul. Alors, je ne sais pas si vous en avez repéré. Oui. Alors là, non, c'était pas, on calcule pas ça parce que c'est juste le risque que ces nourrissons, c'est dans la famille. Et c'est, non, c'est pas ça qui allait pas. Je n'entends pas, je sais pas qui parle là. Ouais, alors je sais pas qui l'a dit, mais en effet, là, en fait, on suppose qu'il y a indépendance des événements. C'est-à-dire que vous avez un deuxième enfant alors que le premier est décédé de la mort subite du nourrisson, et bien vous avez toujours un risque sur 8500 que votre enfant décède de la mort subite du nourrisson. Et en fait, ce n'est pas vrai. On ne connaît pas la raison de la mort subite du nourrisson, mais il y a des chances qu'il y ait des raisons, alors que ça peut être génétique, environnementale, je ne sais pas. Mais finalement, la probabilité que ça arrive une deuxième fois est bien plus grande. Et ça, en fait, si on regarde les statistiques, là, donc là, les données, hein, eh ben, il y a de nombreuses. Il y a des familles qui déplorent 2 morts subites du nourrisson, ça existe. Ça existe, et justement, une deuxième mort subite du nourrisson, c'est beaucoup plus probable. Enfin, attendez, il faut que je le dise bien. Je veux dire, le risque de mort subite du nourrisson est plus important si l'aîné est mort d'une mort subite du nourrisson. Alors, on ne sait pas pourquoi, sûrement des raisons environnementales ou génétiques, c'est ce que je vous dis, mais en tout cas, ce ne sont pas des événements indépendants. Donc ça, c'est une des premières erreurs qui a été relevée. Alors après, il y a peut-être une autre chose, qui n'est pas forcément une erreur, mais qui est quand même assez importante, c'est qu'on prend des données. Et ce qu'a pris c'est le pédiatre qui avait fait le calcul, hein, un pédiatre, il s'est dit, je vais prendre les statistiques de mort subite du nourrisson en Grande-Bretagne pour les gens qui sont comme la famille Clark, c'est-à-dire, je vous ai dit, des gens aisés qui ne fument pas et qui sont assez jeunes. Parce que peut-être il y a plus de risques quand les parents sont âgés. Mais en fait, pourquoi prendre ces critères-là? On aurait aussi pu regarder les morts subites du nourrisson chez les garçons, parce que c'était des garçons les bébés. Or, les morts subites du nourrisson, c'est plus souvent les garçons que les filles. Donc finalement, ce qu'a fait le pédiatre, en prenant ce chiffre de 1 sur 8500, même pour la première mort subite du nourrisson, il a vraiment pris la probabilité la plus petite possible, quoi, les données les plus petites possibles. Mais on aurait pu tenir compte du fait que ce soit un garçon, et donc finalement la probabilité elle est beaucoup plus grande. Ou bien on aurait pu, voilà, ça dépend des critères qu'on garde. Et donc ça encore, c'est des hypothèses qui sont cachées dans le modèle, mais qu'il ne faut pas oublier quand on sort un résultat à la fin, quoi. Pourquoi avoir gardé ces choses-là? Donc il y avait le risque qui n'a pas été correctement estimé, d'après les statisticiens, hein, pas forcément 1 sur 8500.
Le problème des événements indépendants, je vous disais, là, les événements typiquement ne sont pas indépendants. Et puis, il y a une troisième chose, parce qu'on pourrait refaire les calculs avec d'autres chiffres, c'est l'interprétation du 1 sur 73 millions. Peut-être que si on avait refait le calcul, on aurait trouvé 1 sur 500 000. Qu'est-ce que vous en auriez pensé? Est-ce que la mère était coupable? Vous voyez que 1 sur 73 millions, on aurait pu passer en faisant d'autres calculs à 1 sur 500 000. Finalement, là, ce qu'on a calculé, c'est la probabilité de déplorer 2 morts subies du nourrisson chez des parents normaux, c'est-à-dire pas tueurs en série. Si on vous avait dit 1 sur 500 000, est-ce que vous auriez condamné la mère, quoi? Ouais, ça peut jouer, mais là, c'est vraiment sur l'interprétation du calcul qui est fait. Alors, je vais faire un petit aparté, puis je reviendrai à cette affaire Sally Clark. Je vais faire un aparté sur, voilà, dans les laboratoires pharmaceutiques. Donc ça, c'est un exemple. Évidemment, vous allez bien voir que j'ai pris les chiffres pour que ce soit saisissant, hein, mais c'est vraiment comme ça que ça marche. C'est-à-dire que quand il y a un dépistage, donc pour un virus, un test de dépistage d'un virus, le laboratoire, il doit donner la fiabilité de son test de dépistage. C'est-à-dire, il doit dire quand est-ce que le test se trompe ou pas. Parce que forcément, un test, hein, il y a toujours des erreurs possibles. Et donc, on fait des statistiques. Et là, le laboratoire présente son test de dépistage comme étant fiable à 99%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, fiable à 99%? Ça veut dire que si un individu est malade, 99 fois sur 100, le test va le considérer comme va être positif. Et une fois sur 100, le test se trompe et va le mettre négatif. Ce sera un faux négatif. Et puis, normalement, il y a un deuxième chiffre qui n'est pas forcément le même. C'est-à-dire qu'un individu sain, on lui fait le test, 99 fois sur 100, 99 chances sur 100, le test est négatif. Et puis, une fois sur 100, il y a un faux positif. Et donc, l'individu, on croit qu'il est malade et il ne l'est pas. D'accord? Donc, ça peut être 2 chiffres différents. Mais en tout cas, le laboratoire, il doit donner ces chiffres-là. 99% et peut-être 99,5%. Moi, j'ai pris 99% dans les 2 cas. C'est des 99% que le test ait raison. Donc, imaginez, ça, le laboratoire donne ça. Et ben, on se dit, c'est super, il est bien fiable quand même, ce test. Et puis, on teste une personne prise au hasard et on voit que le résultat est positif. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas quels sont les risques que le test se trompe. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que la personne est vraiment porteuse du virus ou pas. D'accord? C'est ça qui nous intéresse quand on fait un test. Ce n'est pas de savoir est-ce que le test se trompe souvent. Donc, quelle est la probabilité que cette personne soit réellement porteuse du virus? Alors ça, vous allez voir que ça dépend de d'autres choses, de d'autres données, pas seulement des données du laboratoire pharmaceutique. Imaginez donc une population totale de 1 million de personnes. Et puis, on sait que le taux d'infection est 1 sur 1000, parce que, par exemple, il y a déjà eu d'autres tests avant, et donc on sait déjà à peu près le taux d'infection de la population. Donc, 1 million de personnes, un taux d'infection de 1 sur 1000, ça veut dire que sur les 1 million, il y a 1000 porteurs de virus. Bon, là, je les ai identifiés, mais on ne sait pas lesquels. Et puis, il y a 999 000 personnes saines. Alors là, on va faire un exercice de l'esprit, hein. On va tester tout le monde. Imaginez que vous testez tout le monde. Donc, vous allez tester les 1000 personnes porteuses du virus. Vous aurez 990 résultats positifs. Et puis, le test se trompe 10 fois. Donc, il y aura 10 faux négatifs. Et puis, imaginez vous testez les 999 000 personnes saines. Eh bien, parmi elles, il y aura 9 990 faux positifs. D'accord? Parce que le test est fiable à 99%. Donc maintenant, vous gardez tous les positifs. Et puis, puisque c'est ce qui vous intéresse, hein, vous avez testé une personne, elle est positive, donc elle est dans ce groupe-là. Quelle est la probabilité qu'elle soit infectée? Eh bien, la probabilité qu'elle soit infectée, ça va être 990, c'est le nombre de gens infectés, sur le nombre de gens total qui sont positifs. Et ça, si on calcule, ça fait moins d'une chance sur 11. Donc vous voyez que vous étiez parti d'un test qui était fiable à 99%, et à cause de ce taux d'infection bien choisi par moi là, et de la population, finalement on arrive à la probabilité qu'une personne positive soit réellement malade à moins d'une chance sur 11.
Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était une mauvaise interprétation de la probabilité du départ. Au départ, on se dit quelle est la probabilité. Attendez, il ne faut pas que je me trompe. Quelle est la probabilité, sachant qu'une personne est malade, que le test soit positif? 99 sur 100. Ce qui nous intéresse, c'est la probabilité que la personne soit malade, sachant qu'elle est positive. Et ça, c'est moins d'une chance sur 11. Donc vous voyez, ce n'est pas la même chose. La probabilité qui nous paraissait très intéressante, parce que finalement c'était fiable, ce n'est pas du tout celle qui nous intéressait. Donc ça, c'est un problème de conditionnement qui n'est pas dans le bon sens. Et finalement, c'est très trompeur. Alors en fait, ce qui est mis en balance ici, c'est que quand un test est positif, il peut s'être passé deux choses. Donc le test, il peut être positif dans quel cas? Il peut être positif si la personne est malade, ça c'est très improbable vu le taux d'infection, et que le test ne s'est pas trompé. Normalement, c'est très probable qu'il ne soit pas trompé, 99 sur 100. Mais il est aussi positif quand la personne n'est pas malade, ça c'est très fortement probable, et le test s'est trompé, ce qui est peu probable, puisqu'il ne se trompe pas souvent. Donc vous voyez qu'en fait, à chaque fois, c'est un événement probable et un événement improbable, mais finalement, entre les deux, qu'est-ce qui est le plus fort, quoi? Et ici, finalement, le test n'est pas très intéressant, vous voyez. Alors ça, c'était pareil, finalement, dans l'affaire Sally Clark. Ce qui a été présenté à l'audience lors du procès par le pédiatre, ce qu'il a calculé, c'était la probabilité de 2 morts subites du nourrisson dans des familles classiques, c'est-à-dire où les parents sont innocents. Alors, on peut discuter sur le 1 sur 73 millions, mais ce qu'il a calculé, c'est la probabilité de 2 décès, sachant que les parents sont innocents. Ce qui intéresse les membres d'un jury, c'est la probabilité d'innocence, sachant qu'on a constaté 2 décès. Et ce n'est pas la même chose, c'est exactement comme dans l'histoire du test. Alors évidemment, ces deux probabilités-là, elles ont un lien entre elles. Alors si vous avez déjà vu le conditionnement, ou sinon je vous fais quelques rappels, la probabilité de 2 décès, sachant que les parents sont innocents, c'est la probabilité de 2 décès et ils sont innocents, conjointement, sur la probabilité d'innocence. Et puis si on réutilise cette formule-là, voilà ce qu'on obtient, le lien entre les deux probabilités, celle qu'avait calculée le pédiatre et celle qui intéresse le jury. La probabilité d'innocence, sachant qu'il y a 2 décès, donc ce qui nous intéresse vraiment, c'est la probabilité calculée par le pédiatre, probabilité de 2 décès, sachant qu'ils sont innocents, et puis il y a ce quotient de la probabilité d'innocence sur la probabilité de 2 décès. Donc évidemment, ici il y a un lien, et vous voyez que ce quotient-là, probabilité d'innocence sur probabilité de 2 décès, ça change peut-être complètement le résultat. Alors le problème, c'est comment les calculer. Alors, ce n'est pas forcément facile d'avoir des statistiques sur les doubles décès dans les familles, il n'y a peut-être pas beaucoup de statistiques, et sur les probabilités sur l'innocence des parents. Mais ce qu'on peut se dire quand même, je pense sans faire des hypothèses un peu énormes, c'est que la probabilité d'innocence, c'est-à-dire que les parents ne soient pas des tueurs en série, c'est assez proche de 1. D'accord? Normalement. Maintenant, la probabilité de 2 décès dans une même famille, de mort subite du nourrisson, alors je vous ai dit, il y a quand même quelques statistiques parce que ça arrive. La probabilité de 2 décès, on ne sait pas, mais c'est assez petit, heureusement. Donc vous voyez que ce quotient, c'est un nombre qui est proche de 1 divisé par un nombre qui est très petit. Donc ce quotient, a priori, il est grand. D'accord? On peut se dire que le quotient là, qui relie la probabilité calculée par le pédiatre et la probabilité qui nous intéresse vraiment, c'est gros. Donc finalement, au lieu de dire 1 sur 73 millions ou bien au lieu de dire 1 sur 500 000, si on avait expliqué au monde du jury qu'en fait il faut multiplier ce 1 sur 500 000 par un nombre très gros, ça ne donnait pas du tout la même chose. Alors, il y a des gens qui ont essayé de faire ce calcul en essayant de chercher des statistiques et tout ça. Alors bon, ils ont fait des hypothèses. Ah oui, j'avais pas remis que ça c'était la formule de Bayes. Si vous ne l'avez pas encore vue, vous allez la voir, c'est la formule de Bayes. Et, pardon. Mais ils ont essayé de calculer, et ce qu'ils ont trouvé, c'est que la probabilité d'innocence, sachant 2 décès, c'était à peu près 2 tiers. Alors maintenant, je ne sais pas, vous aurez été membre du jury. Déjà, au lieu qu'on vous présente 1 sur 73 millions, vous aurez dit 2 tiers.
est-ce que vous auriez condamné la mère ou pas? Bon, alors, je ne sais pas ce que vous auriez fait, hein, mais ça, c'est, vous voyez, encore, c'est un modèle. Bon, là, ça avait été mal fait et tout. On fait quelques hypothèses, on trouve une probabilité, ça doit essayer de nous éclairer, mais à la fin, il y a toujours une décision. Tout à l'heure, c'était une décision politique, là, ça va être une décision des membres du jury. Voilà, on est un peu éclairé par les chiffres, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, de toute façon, je vous ai dit, il n'y avait aucune preuve, hein, c'est juste que la mère, elle était là au moment des faits. C'est pas comme si on avait trouvé quelque chose contre elle. Et a priori, quelqu'un qui, tant qu'on n'a pas prouvé qu'il est coupable, il est innocent. Une probabilité de 2/3, elle n'aurait pas dû être condamnée. Bon, en fait, finalement, le jugement a été révisé. Hein. On s'est aperçu que, que ça avait été fait n'importe comment. Et donc, elle est sortie de prison. Mais évidemment, ça se finit mal quand même parce qu'elle était détruite. Je crois qu'elle s'est suicidée. Ça s'est très mal fini. Mais toujours est-il que, vous voyez que les probabilités, finalement, c'est important. Hein. J'espère vous convaincre que c'est important. Qu'il faut faire attention aussi. D'accord? Parce qu'il faut faire attention. Alors, j'étais parti des coïncidences, mais que le hasard produit des coïncidences, qu'il faut faire attention aux questions qu'on pose, parce que selon la façon dont la question est posée, on n'a pas les mêmes réponses. Et il faut faire attention aussi à ce qui nous intéresse vraiment, parce que, en fait, ce que j'ai fait là, je vous ai un peu arnaqué aussi avec les avions. Finalement, ce qui intéresse, ce n'est pas la probabilité qu'une série arrive, sachant que la sécurité est toujours la même. C'est la probabilité que la sécurité soit toujours la même, sachant qu'on a vu 5 crashs d'avions. C'est plutôt ça qui nous aurait intéressé. Donc je vous ai aussi un petit peu arnaqué là, dans mon premier calcul. C'était pas, finalement, cette réponse de 1 sur... c'était 0,11, 11% hein, de risque. Ce n'est pas vraiment la réponse qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que vraiment les crashs sont indépendants, sachant qu'on a déploré une série de 5 crashs. Donc là, il faudrait encore pousser plus loin pour calculer ça. Donc j'espère vous avoir convaincu qu'il faut faire attention, hein, aussi bien dans la vie de tous les jours, hein, de la façon dont quand on s'interroge sur les coïncidences, parce que les coïncidences, vous allez forcément finalement en voir autour de vous, enfin vous en voyez sûrement autour de vous, j'imagine des coïncidences. Il y a tellement de possibilités de coïncidences autour de vous que forcément vous en voyez. Voilà, c'est un peu ça qu'il faut se dire. Par exemple, vous vous dites « Ah bah tiens, je pensais à quelqu'un et puis le téléphone sonne ». Ouais, mais bon, vous pensez souvent à quelqu'un et puis le téléphone ne sonne pas. Et vous ne le relevez pas, quoi. Mais c'est vrai. Et donc voilà, il faut faire attention à ça. Il y a aussi toutes les expériences dont finalement on ne tient pas compte, on n'y a pas fait attention, on ne l'a pas relevé, quoi. Donc je vais m'arrêter là pour les exemples et puis je vais vous faire un petit QCM. Parce qu'il faut travailler, même si c'est ludique aujourd'hui. Bon, c'est une blague, je ne vais pas vous faire un QCM. Imaginez en fait que, en tout cas, des élèves ont affaire à un QCM. C'est un QCM vrai-faux. Et puis, 2 voisins ont les mêmes réponses. La question que va se poser le professeur, c'est « Ont-ils triché ?» Alors, ont-ils triché? Alors voilà, j'ai simplifié, hein, je me suis dit, donc il n'y a que 2 questions, enfin, que 2 réponses possibles, vrai-faux. Et puis, on va imaginer que quand même, ils ont suivi le cours, ils étaient présents, ou peut-être il y avait des réponses qui étaient vraiment un peu évidentes. Donc, on va imaginer que la probabilité d'une bonne réponse, c'est 2/3. Ça vous paraît beaucoup? Bon, ça dépend des QCM. Hein. Bon, on va imaginer que la probabilité d'une bonne réponse, c'est 2/3. Et eux, sur les 10 questions, ils ont vraiment mis les mêmes réponses, ils ont coché les mêmes cases. Alors, ce qu'il faut, c'est calculer la probabilité d'avoir les mêmes réponses sans tricher. Et puis après, on se dira quelle est la probabilité qu'ils ont triché, sachant qu'ils ont les mêmes réponses. D'accord? Il ne faut pas oublier après de retourner la chose. Donc, la probabilité d'avoir les mêmes réponses sans tricher. Alors, on va calculer ça. Ce qu'il faut, c'est de se dire, bon, mettons qu'il y a eu K bonnes réponses parmi leurs réponses. Donc, il y en a K parmi 10 qui sont bonnes. Et puis, il y a, donc, ils avaient, ah non, pardon. C'est les mauvaises réponses, les cas. Donc, K mauvaises réponses parmi 10. Et puis, donc, avec 1/3 puissance K pour la probabilité de s'être trompé, d'accord, pour le premier élève. Et puis, 2/3 à la puissance 10 moins K pour les bonnes réponses. Et puis, le deuxième élève, bon, voilà, il n'y a pas à choisir les cases qui sont bonnes ou fausses, hein, c'est déjà choisi. Donc, lui, à nouveau, c'est 1/3 puissance K et 2/3 puissance 10 moins K. Et puis, le K, il peut varier entre 0 et 10. Hein. C'était le nombre de mauvaises réponses.
Parce que là, je n'ai pas précisé s'ils avaient tout bon ou tout faux. C'est juste, j'ai dit, ils ont les mêmes réponses. Donc, vous voyez, je fais ce calcul-là, et ça fait à peu près 2,8 sur 1000. Donc ça veut dire, je rappelle, c'est la probabilité pour deux élèves qui ne se sont pas concertés d'avoir les mêmes réponses à un test comme ça, un QCM, où la probabilité d'avoir la bonne réponse était 2/3. C'est peu. D'accord? Mais ce n'est pas ça qui doit nous intéresser. Ce qui nous intéresse, c'est la probabilité, sachant qu'ils ont eu les mêmes réponses, d'avoir triché. D'accord? Donc ça, pour ça, il faut utiliser la formule de Bayes, qui relie les deux probabilités. Donc je vous rappelle la formule de Bayes. Hein. Quelle est la probabilité qu'ils soient honnêtes, sachant qu'ils ont les mêmes réponses? Donc c'est le produit de la probabilité qu'ils aient les mêmes réponses, sachant qu'ils sont honnêtes. Ça, c'est ce qu'on vient de calculer. Et puis, il faut multiplier par le quotient probabilité d'être honnête sur la probabilité d'avoir les mêmes réponses. Donc vous voyez qu'ici, dans ce quotient, je n'ai pas de statistiques sur l'honnêteté des élèves ou comme ça, mais pourtant, il faut faire intervenir la probabilité d'être honnête. Alors, mettons que, je ne sais pas, vous considérez, vous êtes professeur, que il faut la calculer, cette probabilité. On parle de probabilité a priori, c'est-à-dire avant d'avoir... C'est a priori dans le sens, c'est pas dans le sens négatif, subjectif, hein, a priori. C'est pas avoir des a priori. C'est la probabilité a priori dans le sens où c'est avant qu'il arrive quoi que ce soit, avant d'avoir constaté ces mauvaises réponses, qu'est-ce que je pensais des élèves? Alors imaginez que ce que pensait le professeur, c'est que la probabilité d'être honnête, c'était 1,5, une chance sur 2. Je n'ai pas très confiance. Parce que, je sais pas, ils n'étaient pas surveillés, ou parce que, j'en sais rien, il y avait du chahut. Et bien à ce moment-là, si on fait le calcul, moi je l'ai fait. Alors, ça ne change pas énormément hein, entre ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Hein, c'était 2,8 sur 1000. Là, j'arrive à 2,79 sur 1000. Donc, vous voyez que la probabilité, finalement, d'honnêteté, une fois qu'on a constaté qu'ils avaient les mêmes réponses, elle a baissé, c'est normal. Hein. Forcément, elle va baisser. Mais elle n'a pas baissé beaucoup, finalement. Imaginez, par contre, que le professeur pense que la probabilité d'être honnête, c'était 49 sur 50. Parce qu'il était là et il a bien regardé. Et a priori, ils n'avaient pas bavardé. Ils n'avaient pas... En tout cas, il se sent sûr de lui. Pardon? Voilà, il estimait que c'était 49 sur 50. Et bien, si on refait le calcul, on trouve que la probabilité qu'ils soient honnêtes, sachant qu'ils ont les mêmes réponses, c'est à peu près 12%. Donc, vous voyez, de 49 sur 50, il est passé à 12%. Forcément, ça a baissé. Ça, c'est logique. Mais finalement, 12%, ça n'a rien à voir avec 2,79 sur 1000. Donc, vous voyez que la probabilité a priori, là, elle joue énormément. Donc ça explique un peu, ça peut justifier un peu les professeurs qui diraient « Oh, cet élève-là, je le connais, il a les mêmes réponses, sûrement il a triché », ou bien « Oh, ça c'est un élève sérieux, il n'a pas pu tricher, et finalement, même s'il a un petit doute, ça ne remet pas en cause son jugement. » Finalement, c'est une justification de notre façon de raisonner, hein, ça. La probabilité, évidemment, d'être honnête, ce qu'on imagine, baisse, mais pas du tout dans les mêmes proportions selon la probabilité a priori. Alors, je ne sais pas si vous êtes professeur, qu'est-ce que vous en pensez? Vous sanctionnez pas Donc ça, c'est vraiment ce que vous recherchiez. Hein. Pardon? Ouais, 12%. La probabilité d'être honnête quand on a les mêmes réponses, c'est 12%. Ouais, 12%. Alors, vous sanctionnez pas Il y en a qui se sentent élèves, donc peut-être qu'ils ne fonctionnent pas, mais... Fais pas de QCM, ça va se poser pareil, même pour d'autres trucs, mais... l'idée, c'est que c'est la probabilité hein, sur une expérience que les élèves soient honnêtes, sachant qu'ils ont les mêmes réponses. Mais des QCM, vous en donnez toute l'année, ou tous les ans, quand vous êtes professeur. Bon, c'est pas des QCM, mais c'est autre chose. Donc que de temps en temps, il y ait des élèves qui aient les mêmes réponses, environ une fois sur 10, c'est pas étonnant. C'est pas si étonnant. Alors évidemment, quand ça vous arrive, vous mettez en doute, mais ça devrait forcément vous arriver. C'est-à-dire que ce ne serait pas normal que de temps en temps, il n'y ait pas des voisins qui aient les mêmes réponses, toutes les mêmes réponses. Parce qu'un événement qui arrive avec, avec une chance de 12%, hein, plus d'1 sur 10, eh ben ça arrive hein, sur les années d'enseignement. Je pense qu'il y a quelques professeurs ici. Donc, est-ce qu'il faut sanctionner ou pas? Là encore, c'est une décision politique, et là, c'est plus les maths qui éclairent les choses. D'accord? Les maths, elles présentent les choses. Il faut faire attention après à interpréter le résultat. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait? Évidemment, si les mêmes élèves, ça se reproduit la fois d'après,
Là, vous pouvez vous poser des questions, faire vos calculs et vous poser d'autres questions. Mais que dans votre carrière, ou même dans les années, je ne sais pas, sur 2-3 ans, ça vous arrive de voir des copies identiques, c'est normal. Ce serait même le contraire qui serait étonnant, que ça n'arrive jamais. Là, c'est peut-être que justement, ils s'échangent juste de réponses pour ne pas avoir l'air d'eux. D'accord? Ouais. Non, ça rentre pas en jeu, c'est juste qu'ils avaient la possibilité de parler. Voilà, ils sont voisins, et donc en fait, finalement, ça rentre dans la probabilité d'honnêteté, ça rentre dans l'a priori. S'ils étaient à l'autre bout de la classe, sûrement, vous auriez plutôt une probabilité qu'ils soient honnêtes de... Bon, après, il y a les portables, je sais pas quoi, mais plutôt grande. S'ils étaient côte à côte, vous allez avoir une probabilité qu'ils soient honnêtes plutôt plus petite. C'est là que ça rentre, en fait, c'est caché. Et comme le professeur est très bon, à la fin, ils ont tous les bonnes réponses. Ah ouais, voilà. Exactement, parce qu'en fait, si c'était si facile, finalement, quand ils ont tous les mêmes bonnes réponses, on ne s'interroge pas trop non plus. Ouais. Vous vouliez dire que... Non, vous aviez une autre question ou... Bah, écoutez, je vais m'arrêter là, mais ce que je voudrais que vous reteniez... Finalement, donc les probabilités, voilà, c'est important parce qu'en classe prépa, vous allez en faire. Maintenant, c'est vraiment au programme et puis vous allez faire des probas. Hein. Mais ça sert aussi, ça sert dans la vie de tous les jours. Alors, pas forcément parce que vous faites des calculs, vous allez vous amuser à calculer tout ce qui peut arriver. Hein. Mais en tout cas, il faut avoir un esprit critique. Très souvent, dans les journaux, on vous donne des chiffres. Alors, pas seulement des probabilités, mais on vous donne des choses. Mais le journaliste, il a oublié quelle était la question posée. D'accord? C'est même pas qu'il n'ait pas fait exprès de la retranscrire, il a oublié. Et on vous dit, ah bah, la probabilité que ça arrive, ou le comme ça, c'est ça. Mais on a oublié de dire que c'était un calcul sur, par exemple pour les crashs, sur une année entière. Parce que pourquoi on ne l'aurait pas fait sur une année? On aurait très bien pu faire sur les 6 mois, ou sur les 2 ans. Ça n'aurait pas donné le même résultat. Mais si vous avez oublié quelle était la question, la probabilité de crash sur 22 jours sur une année entière, ou la probabilité de crash sur 22 jours sur 10 ans, et ben finalement, vous ne pouvez pas interpréter le résultat. Et puis aussi ne pas oublier cette histoire de formule de Bayes, que ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément ce qui a été calculé directement. D'accord? Ne pas se tromper dans cette erreur de raisonnement, hein, par exemple en matière criminelle. Finalement, on revient aux matières criminelles, hein, comme avait fait Poisson. La probabilité qui nous intéresse, c'est la probabilité d'innocence, sachant qu'on a vu un crime, et pas la probabilité de crime, sachant que les gens sont innocents. Enfin, de crime, ou de décès, ou de vol, ou de je ne sais pas quoi. Donc, il faut toujours être vigilant. Et puis, surtout, dites-vous que des coïncidences, c'est normal d'en rencontrer. C'est le contraire qui serait étonnant. C'est pour ça que j'avais appelé mon exposé « Loi des séries, hasard ou fatalité », parce que finalement, le hasard produit fatalement des coïncidences. C'est ça qu'il faut retenir. D'accord? Le hasard, c'est le hasard, mais on sait dire des choses sur le hasard. Vous allez voir la loi des grands nombres, par exemple. Vous allez voir d'autres lois. Il y a des lois du hasard. Et même si les choses, on ne peut pas prédire un événement particulier, il y a des choses qu'on peut prédire parce que sur la masse, hein, on sait qu'il y a des coïncidences, on sait qu'il y a la loi des grands nombres, qu'il y a des événements qui se produisent avec une certaine fréquence. Par exemple, on sait qu'en France, il y a à peu près, tous les ans, hein, c'est à peu près la même proportion de filles et de garçons qui naissent, des choses comme ça. Et ça, c'est la loi des grands nombres à nouveau. Hein. Donc il faut bien savoir l'utiliser et pas se tromper et être vigilant, quoi. Je vais m'arrêter là, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors merci d'abord. Je vais passer le micro pour les questions, oui, pour qu'on puisse les entendre, mais avant, je suis un peu curieux. Ah oui, j'ai pas regardé. Des coïncidences, alors. S'il n'y en a pas, là, vraiment... Non, il y en a plein, il y a plein de doubles anniversaires. Hein? Ah ouais, alors il y en a, oui, c'est ça, des doubles anniversaires, il n'y a pas de 3, il n'y a pas 3 fois le même, mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 jours où il y a 2 anniversaires. Donc là, c'était sûr de gagner le pari, hein, au nombre qu'on est. Et il y a quelqu'un dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. C'est vrai? Ah bah, bon anniversaire. On est 100 dans la salle. Ouais, on est 100, donc ouais. Vous voyez que ça augmente, pardon? Ah bon? Donc vous voyez que ça augmente très vite. Hein. Si vous êtes à une fête avec 60 personnes, normalement c'est bon, quoi. Vous pouvez engager les paris. Je sais pas, donc vous l'avez rempli? Ah bah peut-être qu'il va y avoir des triples. En revanche, il n'y a pas d'anniversaire le 15 novembre, ce qui ne nous empêche pas de venir au prochain exposé de MathPark.
Le 15 novembre, les inscriptions sont ouvertes. Ce sera des graphes aléatoires clairsemés. Alors, je suis prêt à vous passer le micro pour des questions. Oui, on m'entend? Oui. Moi, j'avais une question sur cette histoire de procès là. Si on utilise des tests génétiques pour confondre des coupables, est-ce que c'est fiable ou pas ça? Ah mais non, aucun test n'est fiable à 100%. Et donc, il va y avoir le même problème qu'avec les parents là Ah bah je pense qu'il peut y avoir le même problème. Aucun test n'est fiable à 100%. Là. Le test de dépistage du virus, c'est pareil. Hein. Pourtant, il y a Donc, des tas de gens qui sont condamnés chaque année sur la base de tests génétiques. Oui, alors j'espère juste que les probas et les stats sont bien faites, quoi. J'espère que c'est fait par des professionnels et pas par... comme là, c'était fait par un pédiatre ou pas. J'espère pour eux. Mais ouais, bien sûr, des erreurs, ça peut exister, ouais. Et il y a eu le même phénomène, en fait. C'était une infirmière aux Pays-Bas. Il y avait eu beaucoup de décès, en fait, dans son service, les nuits où elle était de garde. Et elle avait été mise en examen. Et finalement, en fait, heureusement, il y a des mathématiciens qui se sont penchés sur la question pour vraiment calculer, faire un calcul un peu de façon correcte pour savoir si c'était si étonnant que ça ou pas, quoi. Qu'on relève plus de décès les nuits où elle était là. Et je crois qu'elle s'en est bien sortie grâce à ça, mais sinon, je pense qu'elle aurait été condamnée si ça n'avait pas été fait correctement. Je pense que les maths ont leur place dans ces domaines-là, c'est juste mais par contre, il faut qu'elles soient bien faites, quoi. Avant de passer à une question, il y a un exemple un peu amusant, c'est l'affaire Dreyfus, avec les coïncidences que Bertillon avait remarquées sur le bordereau et que Poincaré a montré au procès en cassation avec la formule de Bayes. Oui, j'aurais une question sur le fait qu'il y aurait une redéfinition de ce qu'on appellerait coïncidence. Vous avez dit que les coïncidences apparaissent quasiment tout le temps, donc c'est plus étonnant. Mais est-ce qu'on assiste à des séries justement où il n'y a aucune, ce qu'on appellerait coïncidence a priori, et ce qui, dans ce sens-là, serait donc réellement une vraie coïncidence au sens mathématique? Est-ce que les mathématiciens sont parfois vraiment étonnés, quoi? Alors, je ne sais pas ce qu'on veut dire par vraie coïncidence. C'est comme parce que finalement, ça revient à la définition du hasard aussi. C'est très difficile de définir ce que c'est que le hasard. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que c'est que le hasard. Parfois, on dit « Ah, ça, c'est du vrai hasard » ou « C'est pas du vrai hasard ». Est-ce que le vrai hasard existe ou est-ce que c'est juste, finalement, on dit que c'est du hasard parce qu'on ne sait pas? Parce que typiquement, il y a plusieurs façons de voir le hasard. Je ne sais pas, par exemple, vous lancez une pièce de monnaie, on va dire que c'est une chance sur deux de tomber sur pile ou face. Est-ce que c'est une propriété intrinsèque à la pièce? C'est-à-dire qu'en moyenne, ça tombe une fois sur deux sur pile ou face, c'est l'approche fréquentiste. Ou est-ce que vous dites, je ne sais rien de la pièce, et ce que je quantifie par la probabilité, c'est ma connaissance, et comme je ne sais rien, c'est une chance sur deux. Ça, c'est l'approche plus, bayésienne. D'accord? Il y a plusieurs façons d'interpréter le une chance sur deux quand on lance une pièce. Et alors évidemment, si pour vous, le hasard, c'est juste l'état de votre connaissance, ça par exemple, une probabilité, ça ne va pas être la même pour tout le monde. Une femme est enceinte, vous dites qu'il y a une chance sur deux que ce soit un garçon. Pour l'échographe qui a fait l'échographie, même s'il n'a rien dit, pour lui, ce n'est pas une chance sur deux, c'est 98 sur 100, ou je ne sais pas. Vous voyez, c'est le même événement, la même configuration, mais selon l'état de connaissance, ce ne sera pas la même probabilité. Donc le vrai hasard, le faux hasard, après, c'est une question plus philosophique. En tout cas, pour le mathématicien, que ce soit une approche fréquentiste ou pas fréquentiste, que ce soit, en fait, ça ne compte pas. C'est ça qui est magique, entre guillemets, c'est qu'on peut faire des calculs, on peut faire des probabilités qui est du vrai hasard ou pas, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai hasard, c'est dans ce sens-là que vous preniez vrai hasard, mais que ce soit du vrai hasard ou que ce soit juste un état de nos connaissances qui n'est pas assez bon, on peut calculer, trouver des formules, ça. C'est un peu ça qui est magique, c'est que vrai hasard ou pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'omniscient qui... Voilà, c'est ça. Est-ce que quelqu'un d'omniscient qui, en lançant la pièce, saurait calculer l'angle et la poussée, la force, il pourrait savoir si c'est pile ou face ou pas, quoi. Enfin, le mathématicien, il s'en fiche, c'est une chance sur deux tant qu'on n'a pas vu 10 piles de face de suite ou des choses comme ça. Donc après, je sais pas. Et puis quand je dis il y a forcément des coïncidences, c'est parce qu'il y a tellement de choses qui se passent autour de vous que forcément, parmi toutes ces choses, il y en aura bien des coïncidences, quoi.
Moi, j'aurais une question sur la loi binomiale. Quand on avait n grand, vous avez dit qu'on faisait une approximation avec la loi de Poisson. Est-ce que c'est une sorte de convergence? Et si oui, est-ce que on peut parler de convergence simple ou uniforme ou pas? Ou ça n'a rien à voir? Oui, c'est une convergence. C'est une convergence quand n tend vers l'infini, p tend vers 0, mais avec np qui tend vers une constante. Mais est-ce que c'est une convergence simple ou uniforme? Par rapport à quoi? Ah oui, non, c'est vrai que ça là, c'est vraiment une limite. Ouais. Non, ça dépend de cas, donc non. Ouais, le cas est fixé là. D'accord. Pour revenir un instant sur l'histoire de la probabilité des crashs d'avion, Oui. 10%, ça fait tout quand même. Est-ce que ça veut dire aussi que ça revient tous les 10 ans? Je prends l'avion... Bah non, c'est pareil. Si on suppose que les événements sont indépendants, hein, c'est une moyenne, une fois tous les 10 ans. Mais il peut y avoir 20 ans sans rien et il peut y avoir deux de suite. Voilà, c'est une moyenne aussi, a priori. C'est pour ça que si vous gagnez au loto, vous pouvez autant gagner le jour d'après, ou les mêmes nombres peuvent ressortir, ou voilà. Donc rassurez-vous, hein, l'avion est très sûr. Là, justement, sur le QCM, si on prend... là, on a dit qu'il fallait estimer a priori la probabilité que les élèves soient honnêtes. Ouais. Mais comment on fait pour estimer la probabilité globale qu'il y ait toujours les mêmes réponses? Qu'il y ait les mêmes réponses. Ben, ça, il faut le décomposer. C'est aussi comment ça s'appelle en fait, ils ont les bonnes réponses et ils sont honnêtes, ou bien ils ont les mêmes réponses et ils sont malhonnêtes. Je ne sais pas si je peux l'écrire. On m'a dit qu'il ne fallait pas que je me retourne parce que j'ai mon truc. D'accord, c'est probabilité de les mêmes réponses et ils sont honnêtes. Ça va avec cette notation-là, ouais. Et ils sont honnêtes, plus la probabilité qu'ils aient les mêmes réponses et ils sont malhonnêtes. D'accord? Alors, on va conditionner aussi. Donc c'est la probabilité qu'ils aient les mêmes réponses sachant qu'ils sont... Enfin, la probabilité qu'ils soient malhonnêtes. On fait la même chose ici. Même réponse. Sachant que il faut la probabilité qu'il soit honnête. Donc maintenant, il y a tout ça à estimer. Ici, c'est la probabilité qu'il soit honnête, donc c'est l'a priori. Ça, c'est aussi l'a priori. C'est juste 1 moins la probabilité qu'il soit honnête. La probabilité qu'ils aient la même réponse, sachant qu'ils sont malhonnêtes. On va dire que c'est 1. D'accord? On va estimer que c'est 1, ou en tout cas, c'est un truc qui est proche de 1. Et puis la probabilité qu'ils aient les mêmes réponses, sachant qu'ils sont honnêtes, c'est ce qu'on a déjà calculé. Oui. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on calcule la probabilité des mêmes réponses. Et c'est la formule des probas totales. Ça y est, j'ai retrouvé. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu dire, il y a 2-3 ans, si je me souviens bien, la pseudo-découverte des pantaquarks. Et c'était dû à une erreur d'un étudiant qui avait utilisé lors de ses simulations la méthode de Monte-Carlo. Donc je voulais savoir si vous avez entendu parler de cette Non, je n'avais pas entendu parler. Mais c'est une erreur dans la simulation ou c'était une erreur de l'interprétation des résultats? Il avait utilisé la méthode de Monte-Carlo et ça s'est avéré que c'était faux. Ah ouais. Alors après, ça dépend. Il y a plusieurs choses. Ça peut être... parce que la méthode de Monte-Carlo, elle donne une fenêtre de confiance. Hein, c'est ce que je vous disais. En fonction du nombre de fois où on répète l'expérience et tout ça. Une fenêtre, je ne sais pas si on voit les fenêtres de confiance, enfin les fenêtres de confiance en prépa, je n'ai pas revu les programmes, mais à chaque fois c'est une probabilité, hein, donc de toute façon il y a toujours une possibilité que ce soit faux. Enfin, d'accord? Ce que vous dites, c'est je suis sûr à 98% que ce que je voulais estimer est dans cette fenêtre-là. C'est ça que ça veut dire. Mais il y a toujours un risque que ce ne soit pas dans la fenêtre qu'on avait estimée. D'ailleurs, c'était plutôt une erreur d'interprétation, plutôt. Ah, bah je sais pas. Là, ce serait une erreur d'interprétation. Enfin, comme ça. Après, c'était peut-être une erreur dans son programme. Hein. Je sais pas. Je n'ai pas entendu parler, en fait. Je sais pas. D'autres questions? Eh bien, nous allons pouvoir passer au goûter et remercier encore Élise pour sa discussion.
va, j'ai pas fait trop.